Merci de participer à ce webinaire consacré au surmoulage d'insert aujourd'hui. Donc tout d'abord, un petit rappel, toujours que vous pouvez rester informé de notre actualité sur notre site Applicite. Donc vous pouvez retrouver ici l'ensemble de nos formations sur tous les métiers, ainsi que l'ensemble de nos webinaires également, hein, sur tous les domaines que l'on recouvre. Je vous invite aussi, donc toujours on fait un petit rappel, hein, mais sur notre site Applicite, vous avez un onglet blog, et tous les mois on publie des articles techniques. Donc vous pouvez faire des filtres dans cette recherche au niveau du blog sur les thématiques qui vous intéressent, sur les logiciels qui vous intéressent, et je vous invite vivement à y aller parce que du coup il y a quand même des articles très intéressants qui peuvent vous être utiles dans l'utilisation de vos logiciels au quotidien. Au niveau de l'agenda des webinaires sur l'année 2021, donc voici un petit récapitulatif de ce qu'on vous propose. Donc on a déjà fait un webinaire là le 28 janvier consacré au moulage par induction. Donc aujourd'hui bien sûr un webinaire consacré au surmoulage d'insert. Ensuite après le 25 mars on va faire un webinaire consacré à la micro-injection. L'idée de ce webinaire, ce sera un petit peu aussi de dire quelles sont les règles à respecter dans le cadre de la micro-injection, ainsi que les best practices en termes de paramètres solver, données matière, etc. Donc, il y a pas mal de choses quand même à dire là-dessus. Ensuite, en avril, on va faire un webinaire consacré au job manager, les best practices du job manager et également du nouveau job manager de la version 2021, le Simulation Compute Manager. Et on va aussi encore faire aussi des rappels sur l'ancien job manager. En mai, on va refaire la présentation trucs et astuces qu'on avait fait au dernier club utilisateur en juin dernier. Donc c'est essentiellement pour ceux qui n'avaient pas pu participer à ce club utilisateur qu'ils aient également cette présentation. En juin, un webinaire consacré au maillage de manière générale, hein, donc que ce soit maillage pièce ou maillage moule, des petits trucs et astuces, des best practices, les règles d'or consacrées au maillage. Ensuite, un webinaire consacré au bimatière et à l'intégration de la thermique dans le bimatière. Donc, comme certains peuvent le savoir, c'est pas le plus simple et on va vous donner un petit peu les bonnes pratiques pour intégrer la thermique dans le cadre d'une injection bimatière. Ensuite, un webinaire, donc chaque année, petit webinaire sur les nouveautés de la nouvelle version, donc la nouveauté de la version 2022. Ensuite, en novembre, donc le titre Molflow en fonction des phases de développement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'idée de ce webinaire, ce sera de dire un petit peu quelles sont les meilleures, entre guillemets, modélisations pour gagner du temps en fonction de l'objectif de notre étude rhéologique et à quel moment on se trouve dans notre processus de développement. Typiquement, si on est en avant-projet, est-ce que ça vaut le coup d'intégrer la thermique? Ben, peut-être pas forcément, enfin voilà, ce genre de choses. Et ensuite, un webinaire sur le RTM et les possibilités au niveau de l'injection thermodurcissable dans Molflow. Au niveau de l'agenda du jour, donc pour commencer, on va parler un petit peu, on va définir le surmoulage. On va parler aussi de la notion de liaison au niveau du surmoulage entre la pièce et le ou les inserts. Les avantages du surmoulage d'insert, également les inconvénients. La disponibilité en fonction du niveau de licence. L'intérêt de simuler les inserts dans Molflow. Quelques petits trucs et astuces sur la mise en données et le paramétrage du surmoulage.
Et on va finir avec quelques résultats sur quelques modèles. Donc de manière déjà très basique, le surmoulage, c'est quoi? C'est une technique qui va permettre de fabriquer des pièces avec des inserts, qui ne pourraient pas être fabriquées avec des méthodes classiques. Donc c'est utilisé dans énormément de secteurs, domaines d'activité, donc comme l'automobile, la connectique, la cosmétique, l'aéronautique, la mécatronique, et j'en passe. Et cette technique va consister à injecter une matière plastique pour enrober une autre matière qu'on va venir placer dans l'outillage avant injection. Donc l'insert, bien sûr, il peut être de nature métallique, typiquement de l'acier, de l'aluminium ou du laiton comme je l'ai mis ici, mais également ça peut être un insert plastique, un insert donc plastique, thermoplastique ou thermodurcissable, ou composite. Donc ce slide il récapitule un petit peu ce que j'ai dit. Donc on va venir placer un insert, donc ici le nom insert A, dans l'outillage, donc c'est l'insert sur l'image que vous voyez en bleu ici, et on va venir injecter sur cet insert le polymère B qui va surmouler l'insert bleu. Donc l'objectif, c'est d'apporter une nouvelle fonctionnalité à la pièce, bien sûr. Maintenant, on va parler de quelque chose d'un petit peu important aussi dans le cadre du surmoulage d'insert, c'est le rôle de la liaison. Donc basiquement, l'adhérence entre le ou les inserts et la pièce la matière plastique qu'on va venir injecter. Donc ça peut être une liaison plastique-plastique ou plastique-métal. Une des grosses difficultés, effectivement, c'est d'avoir, surtout dans le cadre d'une liaison plastique-plastique, c'est d'avoir une bonne liaison chimique entre la matière qu'on injecte et les inserts qui sont froids. Donc par rapport déjà à la liaison, c'est important de pas contaminer les surfaces des inserts. Donc ça peut impacter vraiment la liaison chimique entre nos deux matières plastiques. Donc vraiment faire attention au conditionnement des inserts, surtout quand on est dans le cadre d'un insert plastique ou même insert métal. Et donc je vais aussi après vous montrer un petit tabac concernant l'adhérence des matières plastiques entre elles. La liaison, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va permettre d'empêcher la séparation des couches de résine en fait. On peut avoir différents types de liaisons, donc soit une liaison chimique, soit une liaison mécanique qui pour le coup va dépendre de la géométrie. Basiquement, on peut combiner les deux aussi pour être sûr que notre liaison plastique-plastique et que notre pièce sera bien solidaire, quoi. Donc ça peut être intéressant de combiner les deux. Typiquement une bonne adhérence chimique, c'est sur une liaison plastique-plastique, c'est vital, mais on peut aussi rajouter à ça des liaisons mécaniques. Ça nous met un facteur de sécurité supplémentaire. Après, dans le cadre d'une liaison insert métallique plastique, ce sera obligatoire d'avoir une bonne liaison mécanique parce qu'on n'a pas de liaison chimique entre le métal et le plastique. Donc là, forcément, notre insert métallique doit être contraint via une liaison mécanique. Au niveau de la liaison chimique, donc typiquement, l'adhérence entre les matières. Donc ici, vous pouvez retrouver
un petit abac, donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la littérature. Et donc dans cet abac, on voit quel type de polymères ont une bonne adhérence avec les autres. Donc typiquement ici le B, on a une bonne adhérence entre les matières plastiques. Donc typiquement si je regarde là tout en haut à gauche, typiquement les styréniques, que ce soit l'ASA ou l'ABS, voilà, ils ont une bonne adhérence entre eux. Ou alors par exemple l'ABS, le polycarbonate, une bonne adhérence. Certains polymères entre eux ont une adhérence, on va dire, acceptable, et certains par contre n'ont pas du tout de bonne adhérence. Typiquement le PA6 ou le PA6,6 avec le polyéthylène, vous voyez, mauvaise adhérence. J'aurais tendance à dire que tout ce qui est liaison chimique, effectivement, on peut retrouver des informations dans la littérature. Après, je dirais que c'est quand même à valider avec un vrai test, physique pour valider, justement l'adhérence, parce qu'il y aura toujours potentiellement des spécificités. Mais au moins, ça va nous permettre de dire, déjà dans un premier temps, est-ce qu'on va être dans les choux ou pas du tout au niveau de cette liaison chimique. Après, vous pouvez voir aussi du coup dans ce tabac ici qu'il y a pas mal de liaisons qui n'ont pas été testées. Donc, je dirais c'est quand même quelque chose à valider avec un vrai test physique, avec un vrai essai. Tac. Au niveau de la liaison mécanique, le rôle de la liaison mécanique, c'est vraiment de permettre à l'insert de tenir avec la pièce plastique. Donc via typiquement, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, une contre-dépouille qui est créée pour faire en sorte que l'insert métallique ou plastique, combiner les deux, ne parte pas et reste solidaire de la pièce qu'on va venir injecter. Donc ici on a différents cas de figure, 3 cas de figure qui permettent justement de faire tenir les différents composants entre eux. Tac. Petit exemple, donc pour les inserts métalliques, on utilise pas mal d'inserts filetés, justement pour garantir, c'est une liaison mécanique en fait, ça va permettre justement que le métal et le plastique soient solidaires. Donc voilà, une petite photo d'insert en laiton ou d'insert en aluminium, et vous voyez également le filetage. On va passer. Les avantages du surmoulage d'insert. Donc plusieurs avantages, plusieurs intérêts à faire du surmoulage d'insert. Donc essentiellement pour répondre à des fonctions spécifiques, donc typiquement la réalisation de pièces étanches, ou alors encore pour obtenir une protection des inserts sous-moulés, protection contre les chocs, protection électrique, étanchéité, je l'ai remis. Réalisation de pièces complexes, fonctions spécifiques, donc ça peut être un renfort de pièces, inclure une fonctionnalité à un pas de vis sur la pièce plastique, passage du courant électrique, résistance à l'abrasivité, suppression des phases d'assemblage qui peuvent être coûteux, et donc réduction des coûts, et choix des finitions. Donc ça présente un bon nombre d'avantages de faire du surmoulage d'insert. Mais essentiellement, c'est vraiment pour répondre à un besoin spécifique en termes de fonctionnalité, ou pour réduire effectivement les phases d'assemblage ultérieures. Les inconvénients, comme on l'a dit un petit peu, l'inconvénient majeur, ça peut être la gestion de l'adhérence entre les matières, que ce soit liaison chimique ou mécanique, et du coup, par conséquent aussi, les conceptions pièces et moules à adapter, et le maintien de l'insert dans le moule quand on va venir le positionner. Donc un peu de la complexité au niveau du process,
par rapport, j'ai envie de dire, à l'injection classique monomatière. Disponibilité. Donc le surmoulage, c'est disponible en version Moldflow Insight standard. Attention, on reste bien dans moulage par injection des thermoplastiques, à ne pas confondre avec l'onglet surmoulage thermoplastique qui correspond à l'injection bimatière, 2 injections dans le même moule. Donc pour intégrer des inserts à une injection thermoplastique, on reste bien dans le moulage par injection des thermoplastiques et après en fait on intégrera simplement nos inserts dans l'étude et les propriétés. Bien sûr, les inserts, on peut aussi les intégrer dans les autres processus de mise en œuvre. Donc que ce soit l'injection de poudre, l'injection thermodurcissable, même pour le bimatière, on peut aussi intégrer les inserts. Mais c'est vraiment à pas confondre. Surmoulage thermoplastique, c'est vraiment bimatière. Donc on reste bien dans moulage par injection des thermoplastiques. Pourquoi simuler les inserts dans Moldflow? Il y a pas mal de textes ici. Alors, premier intérêt de simuler les inserts dans Moldflow, c'est que les inserts, l'insert, on va venir le placer dans le moule à une certaine température. Donc en général, on va venir le placer, il est initialement à la température ambiante au moment où on va venir le placer dans le moule, ce qui va influencer la manière dont le polymère il va s'écouler sur l'insert et du coup aussi la vitesse de refroidissement du polymère qu'on va injecter. Donc ça va jouer sur les températures, la température initiale basiquement et l'évolution de la température au cours de notre cycle. Et très important aussi d'intégrer les inserts dans notre étude afin d'avoir une déformation cohérente de la pièce. Typiquement, les inserts, ils vont influencer, bien sûr, ils vont influencer la déformation de ma pièce. Donc, grosso modo, si j'ai un insert métallique plutôt rigide, il va un petit peu bloquer le retrait, on va tendance à rigidifier la pièce, donc potentiellement, on va avoir peut-être moins de déformation. Après, voilà, pas toujours le cas. Pas forcément toujours le cas, selon si j'injecte potentiellement un insert polymère, peut-être qu'on aura plus de déformation. Quoi qu'il en soit, c'est important de l'intégrer dans notre étude pour avoir une déformation cohérente. Et si on n'intègre pas nos inserts dans notre étude, forcément que la déformation, elle peut s'éloigner potentiellement de ce qu'on va avoir en réalité. Tac. On peut rencontrer d'autres soucis et les anticiper à l'aide de Moldflow. On peut, donc c'est aussi un intérêt du coup d'intégrer les inserts, c'est qu'on peut avoir dans le cadre d'un insert plastique une refusion de l'insert, que l'insert qu'on va venir mettre dans certaines zones, il va refondre et du coup les propriétés de notre insert vont être pénalisées, donc on va pouvoir avoir un résultat sur la zone de refondu à interpréter. Les inserts, ils peuvent aussi se déplacer durant le cycle d'injection. Donc c'est ce qu'on appelle le core shift. En intégrant le core shift, on va pouvoir visualiser le déplacement au cours de notre cycle, voir l'impact directement au final aussi sur le remplissage. Si j'ai potentiellement un déplacement important, mes épaisseurs ne vont pas être les mêmes et je peux avoir des différences sur le remplissage et voir les contraintes qui s'exercent sur mes inserts. Et l'autre avantage du core shift, c'est si j'ai un déplacement à la fin de cycle qui reste important, enfin si mon insert reste déformé à la fin du cycle, je le vois et du coup je vais analyser aussi la déformation sur une pièce qui va présenter des épaisseurs non uniformes dues au déplacement de l'insert durant ce cycle. Et l'autre problématique, on en revient, c'est
l'accrochage insuffisant des deux matières, l'adhérence. J'ai tout dit. Au niveau de la mise en données, donc là, je suis parti sur un exemple assez classique avec une pièce plastique et un insert métallique. Donc toujours dans le cadre de multi-composants, c'est important de toujours mailler l'ensemble des pièces en même temps au départ. Donc on importe la pièce avec tous nos inserts, ou ici pour le coup uniquement un insert, et on maille le tout en même temps au départ en corrélation exacte, c'est mieux pour avoir un maillage coïncident. Si vous êtes sur une pièce avec beaucoup d'inserts, typiquement il y a des pièces, voilà, ils présentent 15 inserts surmoulés, je vous invite vraiment à checker votre CAO dans Fusion 360, vérifier que vous n'ayez pas d'interférence et potentiellement même de réduire un petit peu ce nombre d'inserts, se simplifier un petit peu la vie. Potentiellement, il y a des petits inserts, on sait qu'ils vont pas trop jouer, on va les fusionner avec d'autres et on va se réduire le nombre de composants de notre modèle. Ce sera plus simple à gérer, ce sera beaucoup plus simple à gérer. Donc après, ça c'est vraiment pour des modèles très complexes, mais quoi qu'il en soit, moi, avant d'intégrer directement ma pièce dans Molflow, quand j'importe un multi-composant, je l'ouvre toujours dans Fusion et je valide la géométrie, qu'on n'ait pas de défaut et surtout qu'on n'ait pas d'interférence entre la pièce et les inserts et qu'on n'ait pas de zone potentiellement de jeu qui reste entre la pièce et les inserts. Et du coup, s'il reste des jeux, on peut directement les combler dans Fusion. Donc c'est vraiment un petit check que je fais systématiquement à ce niveau. Et après, si on a fait ce petit check, on n'a pas de souci après derrière. Donc une fois qu'on a maillé en 3D notre pièce et nos inserts, on va venir sélectionner les tétraèdres de notre insert et on va modifier le type de propriété. Et ici, on va retrouver la fenêtre classique où on retrouve tous les types de propriétés qu'on peut attribuer à des éléments tétraédriques, donc canal chaud 3D, insert pièce 3D, noyau 3D, etc. Donc ici, pour le surmoulage, on va venir affecter la propriété insert pièce 3D. C'est la première étape. Une fois que j'ai affecté le type de propriété, je vais pouvoir aller dans propriété. Propriété de l'insert. Donc dans la fenêtre propriété de l'insert, la première chose, ça va être de choisir la matière de mon insert. Très important, hein. Donc j'ai le choix ici directement entre l'insert métallique et j'ai accès du coup à la base de données de matière métallique de Molflow. Après, bien sûr, je peux éditer moi-même ma propre matière métal directement ou me créer directement mon UDB d'un métal que j'utilise de manière standard s'il est potentiellement pas dans la base de données classique. En tout cas, c'est important d'intégrer le bon insert avec les bonnes propriétés mécaniques, les bonnes propriétés thermiques. Et si je suis sur un insert polymère, je sélectionne ici insert polymère. Et ici, je retrouve la base de données classique Molflow, la base de données. Et j'ai le choix entre matière thermoplastique ou matière thermodurcissable si je surmoule un thermodurcissable. J'ai aussi la possibilité de spécifier un insert orthotrope ou anisotrope. Donc orthotrope, c'est un cas particulier d'anisotropie où on va renseigner 3 modules Young, 3 coefficients de Poisson, etc. Anisotropie, ce sera plus, je vais dire un petit peu plus complexe. En général, on va partir sur une définition orthotrope si on connaît les propriétés de notre insert composite.
Tac. Ensuite, les autres options que j'ai dans les propriétés de l'insert, ça va être le coefficient de transfert de chaleur local. Donc, basiquement, la qualité de contact entre mon insert et mes autres éléments du moule, ou mon insert et ma pièce plastique. Donc ici, j'ai différentes options. Donc soit je peux utiliser les réglages globaux. Donc on retrouve ici, on aura la valeur qui est renseignée dans les coefficients de transfert de chaleur dans les options avancées du solver. Donc ici, réglages globaux, par défaut, on doit être sur du 5000. Contact parfait ou coefficient de transfert de chaleur local où on renseigne notre valeur. On va voir un petit peu l'influence après sur la qualité de contact. Température de surface du moule. Donc on peut spécifier une température de moule à ce niveau. Donc en général, à ce niveau, on reste sur la température moule qui est utilisée basiquement dans les paramètres process. Et ensuite, on va pouvoir spécifier la température initiale. C'est la température au moment où on va venir mettre l'insert dans notre moule, ainsi que le temps de contact. Donc le temps de contact, c'est aussi quelque chose d'important à renseigner. Si je mets 0 secondes, ça veut dire qu'à mon top injection, tous les inserts ils vont être à 25 degrés. Basiquement, si je mets 1 ou 2 ou 3 secondes, l'insert, effectivement, de par ce temps de contact, il va être placé dans le moule pendant par exemple 2 secondes. Et du coup, par rapport à ma température moule, qui potentiellement est à 70 ou 80 degrés, en fait, il va commencer à chauffer de par la conduction. Donc, le temps de contact et la température initiale, ça va influencer la température initiale de mes inserts. Donc, il faut essayer de se rapprocher au plus possible de ce qui va être fait, en réalité, quoi. Tac. Quelques résultats. Donc ici, c'est la pièce que je vous montrais avant, avec donc pièce plastique avec un insert métallique. Donc ici, donc j'ai fait un petit zoom sur la déformation en Z, déformation du cou vertical. Donc avec l'insert, basiquement, donc ça isoparamètre, isoréglage. Il n'y a que la présence de l'insert qui diffère entre ces deux images. Donc ici en déformation delta Z, avec l'insert, grosso modo, on retrouve un delta Z de l'ordre de 0, presque 0,28 mm, 0,27, 0,28 mm. Sans l'insert, on retombe sur un delta, on a beaucoup plus de déformation, donc on retombe sur un delta Z ici de 0,43 mm. Donc là, on voit clairement l'importance d'intégrer l'insert pour avoir une déformation viable et fiable. Donc on a une meilleure tenue et on bloque un petit peu aussi la déformation grâce à l'insert ici. Sans l'insert, on a beaucoup plus de déformation. Donc super important de les intégrer au niveau de la déformation. On n'a rien à comment dire, on n'a rien à activer de plus pour la déformation. Simplement d'intégrer l'insert, les propriétés, et ce sera automatiquement pris en compte pour notre calcul de déformation. Il n'y a rien à faire de plus. Petite nouveauté de la version 2021, c'est que pour la déformation, maintenant on gère le contact insert-insert. Donc typiquement, un insert qui n'est pas en contact avec le polymère qu'on va injecter, mais uniquement en contact avec un autre insert qui est surmoulé, on va pouvoir visualiser la déformation de cet insert. Alors je vous montre juste directement. Donc c'est pas encore disponible pour la partie Core Shift, mais ça va venir. Donc typiquement, ce sera un petit peu plus parlant. Donc petit test très basique. Donc on a la pièce plastique, on a un insert qui la traverse et on a un autre insert que j'ai mis au bout ici. Donc ici vous voyez en version 2019.0.5, on voit pas, il suit l'insert en extrémité, il suit pas la déformation.
on voit des formations 0 mm. Et en version 2021, il suit bien la propriété, donc on voit bien l'impact aussi du contact insert-insert à ce niveau. Donc ça, c'est possible maintenant sur la déformation. Petit exemple aussi, donc pour illustrer un petit peu l'impact, ce que j'ai un petit peu expliqué au niveau de l'impact de la qualité de contact, du temps de contact avec injection. Donc là, c'est une petite coupe d'une pièce de connectique où donc ce qui est bleu, ben, c'est le plastique qu'on va venir injecter. Ce qui est rose, c'est des connecteurs électriques, donc avec une matière avec une conductivité assez élevée. Et la pièce jaune, c'est un insert plastique. Ici, l'insert plastique, il est de même nature que le polymère qu'on va venir injecter. Il sert simplement à maintenir tous les connecteurs lorsqu'on va venir le placer lorsqu'on va venir placer tous les inserts dans l'outillage. Donc, il sert qu'à maintenir les différents connecteurs entre eux afin de faciliter la mise en place dans le moule. Donc, toujours pareil, petit comparatif à isoparamètres. Donc, pour voir un petit peu l'influence du temps de contact, en fait, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la température moule renseignée dans les paramètres process, on est sur du 80 degrés Celsius. Donc, ici, je suis sur le résultat température à T égale 0 secondes. Donc, initial, avant de commencer à injecter. Donc, je place les inserts à 25 degrés dans le moule, température ambiante. Donc, on voit qu'avec un temps de contact de 0 secondes, bah, tous les inserts, que ce soit les connecteurs ou l'insert plastique, tout est à 25 degrés parce que j'ai mis temps de contact 0 secondes. Temps de contact 1 seconde, vous voyez que la température moule commence à faire son travail. Ici, dans la zone de contact entre les connecteurs et le moule, bah ici, je suis à 79,89, donc mon insert, il va justement commencer à chauffer à ce niveau, de par la température moule. Et via la conduction, via la conductivité de la matière, les propriétés thermiques des inserts et de l'insert plastique, bah on retrouve ici que à cœur, là où j'ai pas encore injecté, je suis à 43,37 ou 53,51. Donc je suis déjà plus chaud, mais au niveau de l'insert ici à cœur, je suis loin d'avoir atteint potentiellement la température moule. Et avec un temps de contact plus élevé, 5 secondes, au niveau de la zone de contact, grosso modo c'est un peu pareil, mais je tends à me rapprocher en fait de la consigne de 80 degrés Celsius. Par contre, le travail de conduction, il a eu plus le temps de se faire. Et du coup, au niveau de mon insert plastique et des connecteurs qui sont autour du plastique qu'on n'a pas encore injecté, je suis à 67,53, 73,84. Un petit peu plus chaud toujours. Au niveau de la qualité de contact, donc petit comparatif sur la qualité de contact, donc le coefficient de transfert de chaleur locale. Donc tout à gauche, réglage des options avancées, donc on doit être sur une conductance de l'interface aux alentours de 5000 watts mètre carré degrés. Au milieu, j'ai mis une conductance déjà 30 000, c'est une bonne qualité de contact, hein, c'est la valeur par défaut quand on règle sur conductance de l'interface. Et tout à droite, j'ai mis une conductance encore plus élevée. Donc, si vous voulez, on est quasiment ici avec 90 000 sur un contact parfait. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur la zone du bas, sur la zone des connecteurs qui est en contact avec l'insert, on retrouve ici que je suis à 87 degrés. Au final, avec le réglage des options avancées, la valeur, la qualité de contact entre mon moule et mes inserts est moins élevée. C'est pour ça que j'évacue moins bien les calories. Je suis à 87 degrés. Avec une conductance de 30 000,
bah, je suis à 80,53 degrés au niveau des inserts et avec 90 000, 80,03. À l'intérieur, ben, tout à gauche, vous voyez au niveau du connecteur qui est immergé autour du polymère chaud, je suis à 134,2. Avec une conductance plus élevée à 30 000, je suis à 134,6. Et avec 90 000, je suis à 135,8. Pourquoi ici, pour le coup, j'augmente? Ben, j'ai un meilleur contact entre le plastique qu'on injecte et mes inserts. Donc au final, mes inserts, ils captent plus de calories à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il capture plus de calories vu que le contact est meilleur. Et en bas, vu que ma qualité de contact est meilleure aussi, ben, je me rapproche de la température moule. Tac. Lorsque j'intègre un insert plastique, je peux avoir justement accès à la zone de refondu, si bien sûr j'en ai une. Donc ici l'insert plastique, il était de la même nature, c'était exactement le même grade que le polymère que je vais venir injecter, parce que la fonction ici de cet insert plastique, c'était uniquement de maintenir tous les connecteurs ensemble lorsqu'on va venir les placer dans le moule. Mais ça peut être intéressant justement d'interpréter cette zone de refondu. Donc en général, je dirais la zone de refondu, c'est d'avoir une zone de refondu, c'est à éviter. Pourquoi c'est à éviter? Ici, c'est pas bien grave, mais en général, c'est à éviter. Pourquoi? Bah parce que ça peut influencer les propriétés de mon insert. Basiquement, ça peut influencer sa forme et ses propriétés, par exemple des propriétés optiques. Après, une petite zone de refondu, ça peut augmenter la résistance structurelle, mais de manière générale, je dirais qu'une zone de refondu, c'est à éviter au plus possible. Tac. Et j'en avais un petit peu parlé, mais on a la possibilité d'intégrer le core shift durant notre analyse. Alors, je vais rejouer la vidéo. Tac. Donc ici, on voit le déplacement durant, on voit le déplacement durant notre cycle. Donc, on peut voir aussi les différentes contraintes qui s'exercent sur nos inserts. Donc là, on a un déplacement au cours du cycle, mais ça commence à être important. Vous voyez ici 0,14 mm. L'idée, ça peut être de justement voir les contraintes après qui s'exercent dessus, l'influence sur l'écoulement, la déformation finale de mes inserts. Est-ce que c'est pénalisant la déformation finale? Donc c'est possible, c'est possible de l'intégrer, hein. Et ici, donc là, on est sur un exemple relativement aussi quand même assez complexe parce qu'on a pas mal de connecteurs et aussi on a un insert qui est noyé aussi dans tous ces connecteurs. Donc on maille le tout et on attribue correctement nos contraintes de blocage par rapport à nos contraintes moules sur nos inserts. Et les contraintes justement qui vont être appliquées sur les inserts, on va spécifier que ça va être utilisé pour l'analyse de déplacement de noyaux ou d'inserts surmoulés. Mais ici, c'était pas l'objectif, je me suis pas étalé sur la partie core shift, mais bien sûr, c'est possible. Je vais rejouer la vidéo. Tac. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, donc, pour ceux qui ont des questions, de les mettre dans le chat et j'y répondrai. J'espère que le webinaire vous a plu en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je peux vous partager l'enregistrement, mais pas la présentation. Donc, effectivement, je peux bien sûr vous envoyer l'enregistrement du webinaire. Pas de problème.
Alors j'ai une question, y a-t-il des modèles disponibles pour s'exercer? Alors je peux vous placer un modèle basique que j'utilise en tant que modèle de démonstration. Donc pas de souci, je me le note, monsieur, de vous envoyer un petit modèle de démo avec une pièce plastique et des connecteurs si vous souhaitez. Un modèle assez simple que je peux vous partager. Une autre personne est intéressée par le modèle, je vais vous l'envoyer aussi. Je me le note. Tac. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout était clair dans ce que j'ai raconté? N'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi si vous souhaitez des compléments ou des informations complémentaires, hein, pas de souci, je suis disponible. Alors j'ai une question, la séquence d'analyse est-elle cool fil pour avoir la température de l'insert dans les conditions initiales? On peut faire les deux. Typiquement, là, ce que j'ai fait, c'était en séquence remplissage, compactage, déformation. Après, je pars juste du principe que du coup, je suis en moule uniforme. Mais après, ma condition des inserts, mon temps de contact, etc., va être réalisé à partir de ma température moule uniforme que je renseigne dans les paramètres process. Après, bien sûr, je peux intégrer la partie thermique. Donc quand j'intègre la partie thermique, bah, je vais peut-être pas être partout de manière uniforme. Et effectivement, on aura peut-être quelque chose de plus précis si j'ai des points chauds dans la zone où j'ai les contacts avec les inserts et mon matériau du moule. En soi, les deux sont possibles. Euh, Tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Euh, si Après, c'est le même principe. Ça dépend si on souhaite intégrer la thermique ou pas. Déjà, sans intégrer la thermique, je pense qu'on a pas mal d'informations. Après, honnêtement, quand on a beaucoup d'inserts surmoulés, typiquement quand on commence à avoir, je sais pas, 5-6 inserts surmoulés, comme dans mon cas que je vous ai montré avec les connecteurs et l'autre insert, c'est mieux si on souhaite intégrer la thermique de le passer en thermique FEM et émailler tout le moule en éléments tétraédriques parce qu'on va faciliter la convergence. Quand on a vraiment beaucoup d'inserts, le calcul thermique classique BEM, sans modéliser le moule, il aura un petit peu peut-être plus de mal à converger. Donc avec les inserts, je suis assez friand de faire thermique FEM. Que se passe-t-il si on oublie de mettre corrélation exacte pour la correspondance de maillage? Alors, il peut y avoir différents cas de figure. Des fois, ça peut arriver, si on met corrélation exacte, que le maillage plante. Si on met corrélation exacte et que le maillage plante, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gros soucis sur notre CAO. Donc, en général, moi, je suis assez friand, du coup, quand même directement de retourner dans Fusion et de vérifier la qualité de ma CAO. Si la corrélation exacte passe, bah, du coup, la qualité, la CAO, grosso modo, est propre et du coup, on aura un maillage coïncident entre les deux. Euh, c'est vraiment si on met corrélation exacte et qu'on n'a pas un bon modèle CAO, bah, le risque, c'est que le maillage ne passe pas du tout, en fait, basiquement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, justement, si Molefleu il est très bien fait à ce niveau, si vous voulez, moi j'essaye de mailler avec la corrélation exacte. Si je vois que ça marche pas, des fois ça peut être, en fonction de la CAO qu'on a, ça peut être ultra compliqué parce que des fois ça va être une petite interférence dans une certaine zone. Franchement, moi en général, je m'embête pas, je maille en ignorer le contact. Mais ce qui est important, c'est de mailler les deux composants euh, en même temps au départ et d'avoir la même taille de maille entre les deux composants. Donc si ça passe, c'est mieux. Si ça passe pas, moi je fais aussi sans corrélation exacte. Euh, si vous voulez, le delta sera faible. Si vous voulez, je peux faire un petit test. Je peux faire un petit test. Je crois que je l'avais déjà fait aussi par le passé, hein. Vous pouvez tester un modèle avec et sans corrélation exacte et regarder le delta, il est très minime. Donc je dirais que c'est un peu mieux, mais on va pas non plus s'affoler si j'ai pas une corrélation exacte partout, quoi. Molefleu est très bien fait à ce niveau pour bien gérer les tolérances aux défauts au niveau des interfaces de contact. Comment mettre les points de contact inserts dans le moule? Comment mettre les points de contact inserts dans le moule? Je comprends pas. De manière générale, quand on maille en multi-composants, on peut toujours avoir ce problème de maillage coïncident. Donc c'est mieux de l'avoir, je dirais, la coïncidence du maillage. Si on l'a pas, c'est pas non plus grave en soi, hein. Mais effectivement, que ce soit sur du bimatière ou du surmoulage d'insert, etc., ou pièce avec un insert moule, c'est toujours mieux d'avoir la corrélation exacte. Après, si on l'a pas, encore une fois, c'est pas grave en soi, quoi. Mais ce qui est important, comme je le redis, hein, c'est bien d'avoir la même taille de maille entre les deux composants et de mailler tous les composants au départ en même temps. C'est ça qui est important, le plus important. Et pas d'avoir, je dis n'importe quoi, on maille d'abord la pièce plastique avec, peu importe, avec le facteur d'échelle en automatique qui me donne une taille de maille, je dis n'importe quoi, de 1 mm, et ensuite d'intégrer mon insert et de le mailler avec 3 mm. Ça, c'est pas bon. Sur comment définir les points de contact de l'insert dans le moule, bah, au niveau des inserts, juste les intégrer, ça suffit. Enfin, il n'y a pas besoin de définir, il y a pas besoin de définir de points de contact. On a besoin de définir des contraintes dès lors qu'on va vouloir faire du déplacement d'insert. C'est différent. Euh, une autre question. Auriez-vous un support pour la partie contrainte à appliquer sur les inserts pour le calcul de déplacement? Euh, ouais, je peux revenir vers vous. Je vais voir ce qu'on peut faire, comment on peut vous aider à ce niveau si le core shift ça vous intéresse. Je me le note et on regarde comment on peut avancer à ce niveau pour vous. Tac. Euh, Bon, en tout cas, c'est bien. Il y a il y a eu pas mal de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore?
Ça a l'air bon, il n'y a pas d'autres questions. Bah, je reste encore connecté une ou deux minutes du coup pour au cas où il reste des questions. Et sinon, on va pouvoir finir là-dessus. Donc, si quelqu'un a encore une question, je reste connecté une à deux minutes et sinon, on va pouvoir mettre fin juste à ce webinaire, hein. Tac. Ok, donc pas d'autres questions. Mais en tout cas, je vous remercie. Ah, non, c'est bon. Pas d'autres questions. Ben, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.